Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voulais faire un point aujourd'hui parce que ça fait déjà 3 fois que je répète ça sur différents réseaux et c'est vrai que c'est d'utilité publique. Donc plutôt que de le répéter 20 fois, je vais le faire une bonne fois pour toutes pour tout le monde. Puisqu'on a bien avancé dans la saison d'airdrop à l'intérieur de l'écosystème Cosmos et que donc ça en va de toutes les mauvaises compréhensions, etc. Donc je voulais clarifier un petit peu tout ça. Donc par rapport aux airdrops qui se sont déjà produits, ceux qui arrivent, bon, no spoiler, on va parler donc de Crescent, on va parler de Evmos et aussi donc des autres écosystèmes majeurs et donc de comment s'orchestre tout ça, puisque donc on avait déjà fait une V1 sur l'écosystème Cosmos en général. Donc tout ce qui avait été dit dans cette vidéo, je ne reviendrai pas dessus. Rappel, donc, il ne faut pas s'exposer uniquement sur Atom parce que c'est génial, ça va être très cher, mais juste de se dire que donc il y a un risque associé à Atom et que la meilleure façon de compenser ce risque, c'est de comprendre qu'il est très peu probable que la valeur de l'écosystème Cosmos disparaisse et qu'il est donc logique de s'exposer à différents projets de cet écosystème pour diluer le risque qu'on pourrait avoir en achetant juste Atom. Voilà. Bref, il y a d'autres choses, donc, puisque j'ai pas creusé suffisamment dans ce truc-là, et que du coup, il y a beaucoup de questions qui émergent encore aujourd'hui, dues à des mauvaises compréhensions, mais c'est pas grave, donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Donc c'est un peu une V2, alors qu'on a bien avancé dans les airdrops et qu'on a donc connu la semaine dernière The Big One, le big airdrop de cette saison, le Crescent. Donc on va parler un peu de Crescent, un peu d'Evmos, et tout ça, quelles sont leurs places dans l'écosystème, leur futur probable, etc. Et l'interaction qu'elles peuvent avoir avec les différents projets existants. Puisque là encore, j'ai vu pas mal de bêtises. Donc, première des choses que je voulais dire, oula, pardon pour ça, ok. Donc, comprendre qu'à l'intérieur de l'écosystème Cosmos, ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris, il faut déjà commencer par classifier en deux choses, d'accord? Il y a deux grosses catégories à l'intérieur de Cosmos. La deuxième partie, on fera probablement une vidéo intégrale là-dessus parce que ça mérite d'être compris bien en détail. Donc on va avoir tout ce qui est de l'environnement applicatif pur, c'est-à-dire on est directement sur de l'environnement applicatif, mais avec de la gouvernance, d'accord? C'est-à-dire, il y a plein de blockchains qui sont sous cet ordre-là. Par exemple, vous avez la Key Foundation, il y a plein d'autres trucs comme ça. Bitcana, il me semble que c'est d'environnement applicatif. Shen2 aussi, je ne suis pas trop sûr, mais bon voilà, je ne vais pas dire de conneries. MicroTik aussi, Vidolom. Starname, c'est-à-dire que ça sert une application immédiate. Regen Network, il me semble que c'est le cas aussi. Voilà, autrement dit, donc bien comprendre qu'on est sur directement de l'applicatif. Ça veut dire que pourquoi dans ce cas-là, ces trucs-là déploient des blockchains en tant que tels, c'est parce que cet environnement applicatif veut bénéficier d'une gouvernance totale. Dans ce cas-là, effectivement, l'écosystème Cosmos est de loin l'écosystème le plus libre qui permet d'être interconnecté aux autres, donc d'avoir des interactions avec tout un écosystème, tout en gardant la gouvernance totale sur son propre token, avoir son set de validateurs, bref, gérer sa sécurité, ses dépenses de sécurité, etc. Donc ça, clairement, c'est un gros avantage qu'offre l'écosystème Cosmos et qu'on trouve assez peu ailleurs. Donc ça, il faut bien comprendre, c'est une vidéo qu'on fera là-dessus pour dire il y a probablement tout un tas de blockchains qui vont venir se greffer à Cosmos et qui auront déjà elles-mêmes leur environnement applicatif. No spoiler, par exemple, Citadel, dont je vous ai déjà parlé, va probablement redéployer dans l'écosystème Cosmos sa propre blockchain, et pour autant, Citadel, c'est déjà un service. D'accord? Donc c'est bien de comprendre que c'est un environnement applicatif par lui-même qui sera déployé sur cette blockchain. Donc ici, on est sur la constitution, on va dire, du modèle de gouvernance DAO, donc Decentralized Autonomous Organizations. Et ce truc-là, comme je l'ai dit, on fera une vidéo entière là-dessus parce que c'est un énorme business model dans le futur, mais c'est surtout un énorme bullshit dernièrement avec des DAO en tout genre qui servent à rien, alors qu'effectivement, c'est un très, 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 très important business model à comprendre pour le futur des blockchains. Mais on fera une vidéo spécifique par rapport à ça. Donc bref, l'environnement applicatif, donc dans ce cas-là, on a un déploiement d'une blockchain pour des raisons de gouvernance principalement, mais pas que, de gouvernance et d'interaction ouverte avec un écosystème. Mais donc bien ça, et de le différencier, d'accord, avec l'environnement de réseau, d'accord, c'est-à-dire la constitution d'une blockchain de services dont les services vont être utilisés pour déployer dans les environnements applicatifs sous-jacents, d'accord? Autrement dit, je vais vous donner des exemples. Donc, qui sont les blockchains de type réseau? Terra, Juno, SwiftChain, je pense, mais Osmosis, pas encore, mais va le devenir. Axelar, non. Persistence, non. Secret Network, gros oui. Yumi, oui, mais pas encore. D'accord? Vous voyez un peu ce truc-là. Donc, je développerai tout ça. Gravity Bridge, oui, mais pas encore. Voilà, donc on va voir un peu tout ça, mais donc des environnements de réseau, c'est-à-dire ici des infrastructures et des services de réseau qui vont donc permettre à des environnements applicatifs de venir se greffer. Autrement dit, le réseau va voir
sous lui-même le déploiement d'applications, d'accord ? Il y a plusieurs applicatifs qui fonctionnent sur le même réseau, ok ? Donc bien comprendre que ces aspects-là, réseau et l'applicatif pur directement constitué sous forme de blockchain propriétaire, c'est deux choses différentes. Et on ne peut pas mélanger les deux, d'accord ? Ça veut dire, vous ne pouvez pas, par exemple, mesurer la market cap de MikroTik avec celle de Juno. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas du tout le même type de blockchain, ok ? Donc voilà, et puis après comprendre qu'on ne peut pas non plus valoriser les blockchains entre elles parce que ce sont des réseaux. Mais bon, bref. Au-delà de ça, donc comprendre surtout que dans le mécanisme d'airdrop, si vous misez sur les réseaux, vous allez recevoir très probablement les airdrops applicatifs sous-jacents. Ce qui ne sera pas le cas, du coup, d'acheter un token applicatif, puisqu'il y a très peu de probabilité qu'il y ait des sous-applications qui se créent. C'est pas non garanti, mais il y a quand même peu de probabilité. Autrement dit, si vous voulez vous exposer à un modèle de gestion du risque via les airdrops, ce qu'on avait donc déployé dans l'émission précédente, ce qui est une très bonne gestion du risque dans l'écosystème Cosmos, à condition de le faire correctement et de diluer et de ne pas payer n'importe quel prix non plus pour n'importe quel token, mais c'est bien que si vous vous positionnez sur ces réseaux, d'accord, vous avez une très forte probabilité de recevoir des airdrops applicatifs qui, pour la plupart du temps, par rapport à ce qu'on a vu déjà, remboursent quasiment intégralement l'investissement sur le réseau. C'est donc là que se fait la gestion du risque. Autrement dit, si j'investis 1000 $ dans un token comme Secret Network, les airdrops d'applicatifs Secret Network vont me rembourser normalement 1000 $ de valeur. Autrement dit, j'ai un investissement gratos, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre la gestion du risque de l'écosystème Cosmos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai géré. Donc, si déjà vous comprenez ça, c'est déjà bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi ça et qui achètent n'importe quel token de l'écosystème, ça sert à rien. Donc franchement, acheter du Regen Network pour avoir des airdrops, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Sommelier, pareil, on est sur de l'applicatif. À moins que je me trompe, je connais pas non plus tout par cœur. Mais voilà, quelles sont donc les blockchains qui peuvent créer des interactions de réseau ? Donc il y a celles que vous connaissez déjà, qui ont déjà des interactions nombreuses avec les environnements applicatifs. La principale étant Juno, donc qui a sorti je ne sais pas combien d'applications ces 6 derniers mois, dont la plupart sont d'énormes rug pulls pour ne pas être méchant. Donc je vous montre par exemple dans Coin, voilà, c'est des trucs comme ça, là bam ça sort, ça vaut plus rien quelques mois après. Il y en a plein d'autres, attention, ça ne veut pas dire que tout ce qui sort là-bas c'est de la daube, mais il y a quand même une sacrée tendance de base. Donc si je prends les deux plus gros qui ont fait pas mal de bruit, donc Coin qui était probablement une arnaque, et Bifot qui était ni plus ni moins qu'un Ponzi déguisé, enfin en tout cas qui avait des mécanismes de Ponzi, vous voyez que bref, on arrive à cerner un peu le projet, très vite, ça se pète la gueule et ça tire vers zéro. Donc, encore une fois, attention, il y a très peu de valeur allouée à ces projets, mais bon, il y avait de la valeur initiale et il y avait moyen de récupérer encore de la thune. C'est de dire que beaucoup des airdrops Juno cette saison ont franchement, littéralement remboursé les investissements de Juno de ceux qui avaient ces tokens. Faut pas se mentir, ceux qui ont pris l'airdrop Neta, ils ont gagné 10 fois plus que ce qu'ils avaient acheté en Juno. Donc, il y avait clairement de l'applicatif autour de ce truc-là, autour de Juno, qui a littéralement permis de rembourser intégralement l'investissement de ceux qui détenaient les Juno. Voilà, tout simplement. Okay, c'est le même cas pour Secret Network, qui est un peu moins avancé, parce que c'est la thématique que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Selon le degré de maturité de ces réseaux, d'accord, l'environnement applicatif est soit déjà arrivé, ou en tout cas il a déjà commencé dans son premier cycle, il y aura des cycles, par exemple Juno, je pense que le premier cycle est fini, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un deuxième derrière. Secret Network, on est déjà bien maturé, c'est-à-dire le réseau fonctionne très bien et l'environnement applicatif commence déjà à arriver. Donc on a eu les premiers airdrops applicatifs, Shade pour ne pas le citer, qui pour ma part a remboursé intégralement mon investissement de Secret Network. Autrement dit, si j'ai mis 1000 $ de Secret, j'ai reçu 1000 $ de Shade, bref, je suis quasiment intégralement remboursé sur mon investissement. Autrement dit, c'est exactement ce que je voulais, même si Secret Network va à zéro, j'ai récupéré mon pognon. Bref, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc cette méthodologie, comme je dis, de gestion du risque via l'airdrop pour s'exposer sereinement à l'écosystème Cosmos, tout en sachant que c'est pas une nécessité que tout va survivre, il y aura probablement des ratés, etc. Mais au moins, vous avez une forte probabilité, si vous chopez ces réseaux avec des tokens pas trop chers, ou mieux, comme on l'a dit, si vous les faites airdropper, puisque par exemple Juno a été airdroppé aux écosystèmes Cosmos, de même Cosmosis. Voilà. Mais donc bien de comprendre que dans ces environnements de réseau, il y a une courbe de maturité. D'accord ? Ceux qui ont donc déjà bien maturé ont une très faible probabilité de dégager de la valeur à nouveau, ou alors il faudra donc un nouveau cycle. D'accord ? D'environnement applicatif. Par exemple, Juno, il va falloir recréer enfin de l'environnement applicatif, probablement donc par la mise en place de nouvelles versions Cosmosm, etc. Il va falloir apporter de nouveaux services de programmation pour attirer de nouvelles requêtes, de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, etc. Mais il est fort à parier qu'il y aura un deuxième cycle Juno, et ce deuxième cycle donc proposera probablement de nouveaux airdrops d'environnement applicatif. Ok ?
C'est vraiment comme ça qu'il faut comprendre. En général, la mise en place du service applicatif, ce sont les premiers airdrops qui ont généralement beaucoup de valeur. C'est ce qu'on a vu par exemple sur l'airdrop Shade, qui est un des premiers airdrops de Secret Network, qui franchement, si vous l'avez, vous êtes remboursé. Si vous ne l'avez pas, vous passez à côté du plus gros airdrop. Même chose pour Juno, qui a airdroppé Neta à ceux qui détenaient des Juno déjà bien antérieurement. Ok, donc bien comprendre que généralement, il y a l'antériorité. Donc ce mécanisme dont on avait déjà parlé dans la première vidéo, il ne faut pas attendre l'airdrop. Les airdrops de qualité qui ont vraiment de la valeur, ils vous sont généralement airdroppés 2 à 3 mois après le snapshot, parfois plus. Ok? Bien comprendre ça. Donc, les principaux réseaux actuellement fonctionnels sont Juno dans le terme de maturité, c'est celui qui est le plus en avance. Pour moi, il a fini son premier cycle. Il y a très peu de chances là qu'à court terme, on ait de nouveaux airdrops Juno avec de la valeur. Mais attention, l'émergence d'un second cycle me semble tout à fait probable, à condition que Juno maintienne son écart par rapport, son avantage compétitif par rapport aux autres. On va le voir, il y a un autre airdrop qui arrive, Evmos, qui risquerait de lui faire de l'ombre, mais qui pourrait aussi créer des interactions intelligentes. Puisque donc beaucoup se trompent, et on va discuter de ça immédiatement. Donc Secret Network en deuxième, après Juno, et tous les autres qui peuvent créer de l'environnement applicatif. Alors Terra, qui a évidemment un gros écosystème, mais vous savez que j'aime pas le tokenomics, donc pour l'instant je reste tranquille sur le jeton Terra, mais je le surveille de très près. Et tous les autres, donc, qui à mon avis vont arriver, d'accord, et qui sont donc encore très largement, possiblement airdroppables dans les prochains mois, et qu'on va noter. D'accord ? Donc pour moi, il y a Osmosis, parce que personne n'a encore compris comment fonctionne Osmosis, et si les gens prenaient le temps de lire les publications, les gens comprendraient que Osmosis, c'est bien plus qu'un juste swap machin index, comme il y en a 50 millions, etc. Osmosis a pour vision de devenir un nœud de sécurité partagé via du liquidity providing, c'est-à-dire de renouer une partie de la sécurité des tokens qui sont déposés en liquidity providing chez eux, de plus qu'un liquid staking, d'accord, donc assez intéressant pour la sécurité de l'Osmo, mais bref, aussi, donc, comme on l'a dit, de collatéraliser de l'osmosis pour sécuriser d'autres blockchains, un modèle un peu hybride, on l'a dit, donc entre Cosmos, etc. Il y a aussi tout un tas d'autres choses qu'Osmosis peut faire, et notamment, donc, ouvrir une instance permissionnée Cosmosm qui permettra donc à de l'environnement applicatif de venir interagir avec la blockchain Osmosis, et donc ses pools de liquidité, via des services. Je vous le donne en mille, par exemple, des gestions automatisées de vos pools sous certaines conditions, etc. Extrêmement intelligent. D'accord ? Par exemple, si vous voulez retirer votre liquidité sous certaines conditions de volatilité, ou vous voulez apporter de la liquidité sur telle zone de prix, mais pas une autre, etc. Tout ça, à mon avis, ça va être programmable demain sur Osmosis, et ce sera de la balle. Je ne veux pas vous mentir, Osmosis, ça va probablement être le meilleur DEX jamais vu. Mais pour l'instant, évidemment, donc, on est sur de la spéculation, mais un environnement applicatif arrive sur Osmosis, et quand les airdrops vont arriver, cela il va valoir une petite blinde à mon avis, mais je spoil. Tout simplement parce que donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que donc Crescent est sorti, c'est le plus gros airdrop de ce cycle, pour ceux qui détiennent des atomes, et surtout ceux qui avaient compris un peu ce mécanisme. Je vous avais dit, il ne suffit pas juste d'avoir le token et de le staker, il faut essayer d'interagir un peu avec ces différentes blockchains. Donc bref, si vous connaissiez le GravityDEX, le front-end c'était Emeris, et si vous avez interagi avec Emeris, vous vous êtes pris x6 d'airdrop, et c'est pas un fair drop, c'est-à-dire qu'ici on a une distribution proportionnelle par rapport au holding en atomes, c'est-à-dire que si vous avez des gros comptes, vous n'êtes pas dilué par une racine carrée par exemple, donc vous avez une distribution proportionnelle avec un multiplicateur, donc comme on l'a dit, qui va jusqu'à x6 si vous aviez interagi avec Emeris. Autrement dire, ici, la taille de l'airdrop, c'est énorme si vous avez fait ça. Là, c'est vraiment, vraiment conséquent. Donc, bien comprendre que ce token, beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Ouais, mais du coup, c'est nul, regarde, Osmosis se pète la gueule, c'est parce que la thune, elle va aller chez Crescent. » Alors déjà, c'est mal comprendre les deux projets, puisqu'ils n'ont pas du tout la même vision. Comme je vous dis, Osmosis est très mal compris. Ça va être vraiment une espèce de DEX hybride, plutôt sous un modèle donc, de LP, Automatic Market Maker, avec tout un tas d'environnements applicatifs, et Dieu sait que les mecs sont très créatifs chez Osmosis en plus de ça. Donc, il y a beaucoup de capacités disruptives chez eux. Crescent, c'est pas le même business. Crescent, en soi, ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, les gens comprennent pas vraiment ce que fait Crescent. Ils se disent, ah, ça fait la même chose, c'est index, ça fait AMM, machin, etc. Donc non, on est sur un système ici, immédiatement, donc, de liquid staking. C'est-à-dire que le token de base sert immédiatement de liquid staking, donc ce qui permet de liquidifier la partie sécurité du réseau. Donc déjà, il faut comprendre que Crescent ne servira jamais de hub de sécurité comme Osmosis. Donc déjà, pas le même business model, et ça, les gens ne comprennent pas. Le deuxième truc que va faire Crescent, que ne fait pas du tout Osmosis et que Osmosis n'envisage absolument pas de faire, c'est d'utiliser des effets de marge et de levier, c'est-à-dire de booster, entre guillemets,
sa liquidité, un peu comme le ferait Yumi, via un système donc de lending borrowing. On dépose, ce qui permet d'emprunter. Mais on n'est vraiment pas sur le même système que Yumi. Ce que j'aime chez Crescent, c'est que Crescent n'a rien à voir ni avec le business model de Yumi, ni avec le business model d'Osmosis. C'est un peu une espèce d'hybride entre les deux qui a sa propre vocation et, à mon sens, une demande assez intéressante à ce niveau-là. Et donc, Crescent verra très probablement, lui aussi, un environnement applicatif se greffer autour de lui plus tard pour automatiser certaines des fonctionnalités qu'on pourra avoir ici. Très intéressant donc à mon avis en termes de token, le Crescent. C'est pas pour rien qu'il vaut une petite blinde, qu'une grosse partie de la valeur a été airdroppée et que ça fait des airdrops relativement conséquents. En termes de market cap aujourd'hui, on est pour l'instant à 30% de la market cap Osmosis. Donc bien comprendre que malgré l'euphorie que certains peuvent avoir parce qu'ils ont pris un gros airdrop, c'est bien de comprendre que pour l'instant Crescent reste minoritaire par rapport à Osmosis en termes de market cap. Pour plusieurs raisons. Encore une fois, ici, on est sur un projet naissant, on cherche la valeur, ça va se stabiliser, etc. Il y aura également beaucoup d'inflation, puisque sur l'année N+1, Crescent va se retrouver avec 150% d'inflation. Alors qu'Osmosis, l'inflation est très élevée, mais elle va se réduire considérablement prochainement. Donc bien comprendre que la maturité des deux projets n'a rien à voir. L'airdrop des environnements applicatifs Osmosis arrivera bien largement, à mon avis, avant ceux de Crescent. OK ? Donc quand j'en vois me dire « Ah, du coup, Crescent, c'est de la balle, donc je vends mes Osmos et j'achète des Crescent », oh bordel, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Bref, ça ne veut pas dire vendre tous ces Crescent, hein, comme je dis, bien entendu. Mais bien comprendre ce mécanisme-là. Si vous comprenez que ce dont je n'avais pas parlé la dernière fois et qu'il faut comprendre, c'est la maturité des différents environnements de réseau et donc la proximité éventuelle de leur environnement applicatif pour recevoir les fucking airdrops. Puisque si vous l'avez compris, les airdrops de qualité de cet environnement applicatif, ceux qui vont apporter de la valeur, vont probablement demander des snapshots très anciens. Autrement dit, ça va vous snapshot ici, et ça va vous le dire 3 mois après, ah, bah je vous donne un airdrop, mais que si vous avez fait ceci, cela, que si vous avez voté, que si vous avez fait telle ou telle connerie dans l'écosystème du truc. Donc bien comprendre qu'il faut, encore une fois, interagir profondément avec ces écosystèmes de réseau. Autrement dit, Osmosis, il ne suffit pas d'avoir des tokens Osmo, il faut faire des swaps, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut essayer tous les trucs, s'il y a un testnet, il faut aller dessus. Il faut voter sur toutes les propositions, ou en tout cas essayer de le faire autant que faire se peut, puisque tout ça, ça conditionne souvent les effets multiplicateurs des airdrops. Plus vous participez dans l'écosystème, plus vous vous tenez au courant, y compris donc de l'utilisation du réseau, mais aussi, par exemple, des testnets sur le token ou des trucs comme ça, et ben ça peut être très intéressant pour multiplier votre capacité à recevoir l'airdrop. Il faut vraiment, comme je l'avais dit, si vous voulez percevoir de la valeur indirecte dans l'écosystème Cosmos, il faudra vous sortir les doigts. Ça ne va pas vous tomber tout cuit du ciel. C'est pas du tout le modèle Cosmos. Il faut bosser pour récupérer la valeur là-dedans. Voilà. Bon, donc ça, c'était la première des choses que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Donc, l'écosystème Crescent, très intéressant comme sorte d'interaction entre Osmosis et Yumi. Yumi d'ailleurs, parlons-en, hein, très petit airdrop, mais un token à mon avis très intéressant. Lending borrowing façon Cosmos, hein, avec évidemment l'interaction via le Gravity Bridge, dont on va parler aussi, qui permet donc de récupérer en collatéral toute la liquidité Ethereum. Donc c'est un gros merdier Yumi. Et là encore, beaucoup d'environnements applicatifs vont se greffer plus tard avec des instances Cosmosum. Donc en termes de maturité, on est très très jeune, encore Yumi. On est dans la phase de très forte inflation. L'environnement applicatif devrait arriver plus tard, mais je ne peux pas donner d'estimation parce que c'est franchement du doigt mouillé. C'est la même chose sur d'autres tokens, mais Gravity Bridge, hein, on est sur immédiatement ici de l'applicatif, puisque Gravity Bridge est un bridge. Donc c'est de comprendre que c'est pour moi la troisième et dernière catégorie dont on n'a pas parlé. Hein. Donc il y a l'environnement applicatif, il y a l'environnement de réseau et il y a l'environnement d'interconnexion aux autres écosystèmes. Principalement sous forme de 2 tokens, le Gravity Bridge, Grav, et le Nomic, qui est un bridge avec Bitcoin, collatéralisé par le token NOM. Les 2 tokens ont été airdroppés. Moi, perso, j'ai raté celui-là, donc j'ai dû l'acheter, hein, puisque je vous rappelle, il faut absolument les avoir, ceux-là. Et Nomic a été airdroppé et il est pour l'instant en stakenet, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez vos tokens, mais vous ne pouvez pas les vendre ni quoi que ce soit. Vous êtes obligé de les staker et donc il faut les compound interest, bref, continuer donc de percevoir ces revenus staking. Voilà. Mais donc, si je vous en parle de Nomic rapidos, c'est parce qu'à mon avis, on n'est pas trop loin du 2e airdrop qui représentera le double du premier, hein, donc il ne faudra pas le rater. Suivez les instructions, donc suivez ce truc-là. Bon, comme d'hab, dès que j'aurai les instructions, je vous les posterai sur Twitter parce que celui-là, il ne faudra pas le rater. Il y a de la valeur ici, hein, clairement, sur ce bridge avec Bitcoin, puisque les interactions entre Bitcoin et l'écosystème Cosmos, Dieu sait qu'il y en aura plein. Et donc, là aussi, possibilité éventuellement de voir un environnement applicatif se construire autour de ça, hein, mais plutôt, comme je vous l'ai
dis, sous forme d'interaction indirecte, c'est-à-dire que ce qu'on aura entre les bridges, c'est de comprendre, donc on l'a dit, on a l'environnement applicatif sur des blockchains souveraines, d'accord? Donc on avait les réseaux et on avait les applications, d'accord? Les deux types de... Donc c'est de comprendre que la troisième catégorie, entre guillemets, ce sont les bridges, d'accord? Donc là, on a Axelar, par exemple, Gravity Bridge et Nomic. Okay, ces bridges sont là hein, donc pour interagir avec le monde extérieur et l'environnement applicatif. Évidemment, l'environnement applicatif à l'intérieur des réseaux, hein, qui passera donc par ces réseaux, ou qui interagiront directement avec les bridges. Je pense que c'est possible. Mais voilà, donc bien de comprendre que les bridges sont vraiment hein, très importants dans l'écosystème Cosmos. Bon, je ne suis pas fan d'Axelar, mais bon, pour l'instant, moi, je me pose de Gravity Bridge et Nomic, mais bon, c'est un choix personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien entendu. Donc bien de comprendre que, entre guillemets, donc, au sein de ce cycle, il y avait trois grands airdrops. Le premier dont on a parlé, donc Crescendex, de loin hein, en termes de valeur, si vous aviez interagi avec le DEX via Emeris, franchement, vous avez pris carton plein. Ok, donc si on avait un podium à faire hein, sur le number one, on a clairement ici donc Crescent. Alors je vais essayer de dessiner un croissant, mais alors franchement, je vais être mauvais, je suis navré. Ok, en deuxième position, celui qui arrive la semaine prochaine, mardi, normalement, si ma mémoire est bonne, on va se retrouver donc avec Evmos. Alors Evmos, ça va être très difficile à schématiser, mais voilà, un peu entre guillemets. Je crois qu'ils essaient de faire une espèce de truc comme ça. Bref, donc Evmos, ok. Et en 3, hein, donc à mon avis, ex aequo ici, on a le Gravity Bridge, d'accord, et Nomic, donc qui sont donc les bridges, ok. Donc voilà comment ça se cause, à mon avis, en termes de valeur par rapport aux airdrops. Il y a beaucoup de valeur dans les bridges, mais ils ont été peu droppés en termes de valeur. Il y a énormément de valeur dans Crescent et pratiquement tout le supply du Genesis a été distribué en airdrop. C'est la même chose qui arrive pour Gravity Bridge, donc beaucoup de valeur distribuée et ce sont des tokens qui auront beaucoup de valeur puisqu'il y aura un environnement applicatif Crescent et il y a clairement un très gros environnement applicatif qui arrive sur Evmos. On en parle tout de suite. Donc Evmos, quelles sont les mauvaises conceptions? Puisqu'on l'a dit, Crescent, il y a eu beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à l'interaction avec Osmosis, est-ce que ça va détruire Osmo, etc. Moi, je dis, c'est probablement de la connerie. Donc il y a les mêmes débiles, pardon, pas débiles, autant pour moi, c'est juste de la mauvaise compréhension là, ça n'a rien à voir avec la débilité, hein. Pardon pour les insultes. Donc Evmos, j'ai vu pas mal de gens dire ah, mais du coup ça va tuer Juno. Bon, possible, mais non. C'est de comprendre qu'en fait Juno a beaucoup d'antériorité. Juno a probablement déjà connu son premier cycle et à mon avis connaîtra probablement un deuxième cycle qui risque même d'ailleurs d'être déclenché par l'interaction que fera Evmos à son lancement. L'avantage d'Evmos, pour résumer très rapidement ce que c'est, donc Evmos c'est un environnement applicatif Ethereum, donc EVM, une Virtual Machine Ethereum, qui tournera sur un système de consensus Tendermint. Donc autrement dit, ici, on va avoir la connectivité IBC, la Fast Finality en 4-5 secondes, enfin ça dépend du nombre de validateurs, mais donc la finalité instantanée en Proof of Stake, avec les connexions IBC et les interactions avec tous les autres applicatifs et tous les autres réseaux et leurs sous-applications de l'écosystème Cosmos. Donc on est vraiment sur un truc assez important. Et donc surtout, Evmos, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà tout l'effet de réseau Ethereum autour de lui. Autrement dit, n'importe quelle application Ethereum développée en Solidity sera immédiatement déployable sur Evmos. Donc autrement dit, on verra très probablement très rapidement les forks habituels des grands protocoles Ethereum, comme ça avait été le cas dès que ça avait déployé de l'EVM sur Avalanche ou autre Layer 1 alternatif qui était compatible EVM. Donc c'est probablement ce qu'on va voir très vite de l'applicatif qui va se déployer sur Evmos. Donc c'est de comprendre que si vous êtes assez con pour vendre vos Evmos après l'airdrop, parce que vous dites oh putain je récupère un gros airdrop, vite je vends pour acheter des Vatom ou je sais pas quoi, ça me paraît très con puisqu'à mon avis l'environnement applicatif va suivre très très vite, ce qui veut donc dire que la saison d'airdrop Evmos risque d'arriver très vite après le déploiement du token, probablement de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. Donc les snapshots vont arriver très vite après le déploiement du token, hein, et donc à mon avis vendre Evmos ce sera probablement une belle connerie. Et pour ceux qui ne seront pas airdroppés Evmos, il faudra à mon avis trouver des prix d'entrée. Donc comme d'hab, on ne paye pas n'importe quel prix, il faudra faire une analyse, etc. Mais bon, j'essaierai peut-être de vous faire ça, mais je ne veux pas que l'émission soit trop longue. Donc,
Evmos, pour vous donner juste une estimation, d'accord, on a des premières données parce que donc le testnet est là. Donc on peut faire le calcul relativement rapidement, d'accord. On est sur du 240 $ pour le token EMO. Alors c'est le token du swap. Ça ne veut absolument rien dire, encore une fois, c'est un testnet, mais ce que j'aime bien, c'est que ça me donne un ordre de grandeur. Et encore une fois, ça correspond avec des métriques que j'avais dans la tête. Donc je vais vous faire une rapide analyse de prix, sans que ce soit un conseil d'investissement, bien entendu. Hein, donc EMO, 240 $ le token, et un Evmos vaut 10 machins. Autrement dit, hein, donc, si vous avez compris le truc, ça fait que un EVMOS, enfin IVMOS, hein, hop, pardon, hop, bah merde. Bon, un IVMOS vaut à peu près ici 24 $. Bon, je vous le dis, ça oscille depuis que c'est lancé, là, ce truc-là, entre, voilà, on va dire 10, 12 et 24, 25 comme on est là. Donc, encore une fois, on reste très prudent, d'accord, sur la mécanique. Mais donc, ça donne un ordre de grandeur. Vous voyez que quand on est à 25 $ le token, si on se base sur le Genesis Supply qu'on va avoir, c'est-à-dire intégralement distribué sous forme d'airdrop, 100 millions de tokens, à condition évidemment que tout le monde récupère son airdrop, qu'il n'y ait pas de perte, etc. Bon, ce qui paraît assez peu probable. Admettons donc 100 millions de tokens. Ça fait donc un circulating supply au Genesis, d'accord. Si on part sur une 25 $ le token, d'accord, ça fait donc 2,5 milliards à la sortie. Donc vous voyez qu'on est déjà sur un gros machin, ok, en termes de market cap, ça me paraît peut-être un peu survalorisé. Dans la fourchette basse, on l'a vu, donc plutôt on va dire vers 15 $ le token. Dans ce cas-là, on est plutôt sur 1,5 milliard de market cap, ce qui nous place raisonnablement, on va dire, aux frontières du top 50. Ça me paraît beaucoup plus réaliste. Donc, je dirais que franchement, au-dessus de 15 $, ça vaut peut-être pas le coup de se tenter un achat d'Evmos pour ceux qui en ont pas. Donc, essayez de rester tranquille. Et, enfin bref, faites vos stratégies trading. Sinon, vous attendez plusieurs jours que le prix se stabilise pour avoir une notion de valeur. Et après, vous pourrez appliquer la stratégie de nœud. Pardon. Hop. Donc bien de revenir sur ce truc-là et donc de comprendre Evmos. Maintenant, quelle est la différence entre Evmos et Juno, donc pour essayer de débunk cette mauvaise compréhension que j'ai pu voir, de dire bah du coup tout le monde va déployer des applications ici. Non, alors bien de comprendre que Evmos, d'abord, c'est un applicatif EVM. C'est ce qu'on va avoir la semaine prochaine, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut du Solidity pour parler avec ça, d'accord? Et ça permet à tout ce qui est Solidity d'interagir derrière avec tout ce bordel via IBC, ok? Que fait Juno? Bah, ça ne fait pas du tout de l'EVM compatible. Juno, c'est COSMOSM, c'est-à-dire du WebAssembly enfin, c'est du langage applicatif, quoi. Très applicatif, plutôt basé... enfin bon, bref, c'est du WebAssembly. Donc, c'est de comprendre que déjà, ces deux trucs ne font pas du tout la même chose. Donc, quand il y en a un qui me dit « Ah, ouais, mais du coup, Juno est un machin killer », ou surtout, donc ce que j'ai vu dernièrement, l'arrivée d'Evmos va démonter Juno. Parce que comme le prix du Juno s'est pété la gueule, à mon avis, pour d'autres raisons, c'est plus que, à mon avis, on est sur la fin du cycle et que la plupart des airdrops de Juno étaient de très mauvaise qualité pour ceux qui ont raté les premiers airdrops. Encore une fois, les premiers airdrops sont souvent ceux qui donnent le plus de valeur, Neta, etc. Bon, donc on n'est pas sur la même chose, ok? Et comprendre donc que Juno pour l'instant est un peu délaissé, effectivement, pour la fin de son cycle, le fait qu'au final il y avait beaucoup de shitcoins dans ces airdrops, et que et surtout, voilà, l'attraction se porte plutôt sur le nouveau venu qui arrive la semaine prochaine. Donc c'est normal que Juno se fasse démonter. Puis il y a une grosse inflation sur le token. Bref, celui-là arrive, il va avoir une grosse inflation, hein, donc, puisque post-Genesis, il y a beaucoup de minting qui est fait derrière, et de vesting schedule qui se relise à travers le temps, etc. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'inflation sur ce truc-là. Mais bien donc de comprendre que déjà, ça risque d'être très chèrement valorisé à la sortie. On parle déjà de quelque chose qui pourrait valoir 1,5 milliard à sa sortie, d'où les raisons dont on a parlé. Il y aura probablement un environnement applicatif natif qui va arriver très vite, soit par différents forks de protocoles Ethereum, etc., qui risquent de toute façon donc d'airdropper relativement rapidement à ceux qui possèdent les jetons EVM. Donc attention, et ça va être à mon avis un folklore de pricer ce truc-là au début, puisque comme on l'a vu, à mon avis, ça peut osciller entre 10 $ le token, voire peut-être un peu en dessous, jusqu'à 25, voire plus, si évidemment donc la demande de court terme supplante le supply inexistant. Autrement dit, si ceux qui reçoivent leur drop ne vendent pas et que tous les gens qui ne le reçoivent pas sont prêts à payer à n'importe quel prix, ça risque de pousser la demande vers des prix assez stratosphériquement débiles, hein, puisqu'on ira dans ce cas-là chercher des vendeurs, c'est-à-dire qu'on ira monter le prix jusqu'à ce que des gens comme moi, qui ont décidé de ne pas vendre, trouveront que c'est trop cher, au point de vendre une partie de l'airdrop. Voilà donc un peu ce qu'il y a à comprendre de Evmos.
ok, de Gravity Deck, de Crescent, et donc Gravity Bridge et Nomic, qui sont à mon avis donc les différents réseaux très très importants de cette saison. Je ne parle pas évidemment donc de ceux dont on a déjà parlé, type Secret Network, qui ont donc une maturité à mon avis juste derrière Juno. Hein. Secret Networks, on a déjà eu l'annonce des principaux airdrops de cet écosystème. Pour ne pas le citer, Shade Protocol, qui pour ma part a quasiment intégralement remboursé mon investissement Secret. Donc c'est de dire entre l'inflation, c'est-à-dire donc les tokens qui me sont rémunérés par la validation et le staking de mes tokens, plus l'airdrop de Shade et des autres qui arrivent dans la génération en cours, je vais probablement rembourser au moins intégralement mon investissement Secret, probablement même lui dégager un petit bonus. Ma stratégie personnelle et qui ne regarde que moi, c'est qu'évidemment, donc, dès que je prends des implications de réseau, donc en achetant ces tokens de réseau dont on avait parlé dans l'émission précédente, j'envisage toujours donc de gérer le risque de ce token, le risque baissier. Alors évidemment, je l'achète le token sur le support, hein, je n'achète pas sous la résistance, mais je gère encore plus le risque de, éventuellement, ça vaut rien, ça va briser le support et ça vaudra zéro, en me disant que l'environnement applicatif qui va se créer dessus va probablement rembourser l'investissement initial. C'est un pari réussi sur Secret Network. C'est un pari pour l'instant réussi sur Juno, malgré le fait que j'ai pas pu avoir Neta. Et donc tout un tas d'autres hein, qui sont sur des environnements de maturité différents. Je vous donnerai lesquels m'intéressent si on a le temps, mais ça va vite. Okay, donc bien de comprendre qu'il y a souvent un ou deux airdrops dans un écosystème qui permettent de rembourser quasi intégralement, voire plus des fois, l'investissement initial. Et c'est ça la gestion du risque que je veux faire. Donc moi ce que je fais, c'est que je target principalement les réseaux, d'accord, et j'étudie leur maturité dans le cycle. S'ils ne sont pas encore matures, je fais le pari que je pourrais récupérer ma gestion du risque via un airdrop. Ça ne veut pas dire que je vais réussir sur 100% des tokens. Okay, tous les réseaux ne vont pas créer un environnement applicatif florissant. Secret Network, c'est un pari réussi. Juno, c'est un pari réussi. Osmosis, c'est un pari dont je ne connais pas encore la réussite. Et il y a plein d'autres environnements applicatifs sur lesquels je m'investis actuellement. Par exemple, Akash en ce moment, puisque je pense que l'écosystème applicatif arrive au courant de l'année, enfin au courant de l'été. Yumi, pareil, qui est un airdrop très très faible de cette saison. Donc on l'a dit, c'est du lending borrowing. Je pense qu'il y a de l'applicatif qui va arriver là aussi d'ici quelques mois. Donc, encore une fois, anticiper les fucking snapshots. Hein, voilà, sur ce genre de truc. Mais pas besoin de foutre 10% de votre market cap de l'écosystème Cosmos dans ce genre de projet. Ils sont très très rapides. Ils sont très très immatures aujourd'hui, donc on est vraiment dans la phase inflationniste. C'est le moment où les tokens se font démonter, hein, leur prix baisse parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Cette inflation est souvent compensée par le staking, hein, je vous rappelle. Donc ne mélangez pas inflation, qui est une punition sur le prix. Pour ceux qui ne valident pas, hein, j'ai toujours dit, ceux qui stake sur ces réseaux reçoivent plus que l'inflation, ou en tout cas proche de l'inflation. Donc le fait de staker vos jetons permet de compenser la dilution de la valeur. Hein, c'est encore une fois toujours bien de comprendre ces mécanismes inflationnistes. Mais donc ces réseaux ont généralement trois cycles. Le premier, c'est donc la mise en place du tokenomics, très forte inflation, donc généralement le token baisse dans sa première intention, ce qui l'amène donc sur des prix relativement attractifs pour se positionner. Anticipez donc les snapshots, qui pour moi sont généralement masqués, mais qu'il ne faut pas trop attendre, parce que c'est le truc con, où à force d'attendre que le token baisse, vous vous retrouvez à l'acheter et à le staker juste derrière, enfin juste après le snapshot, et vous l'avez dans le cul. Donc c'est un peu le truc où il faut pondérer entre ces deux risques-là, en sachant que l'obtention des airdrops compense le risque de baisse sur le prix. Voilà, et donc la troisième phase, hein, la phase de plat, c'est-à-dire la distribution, d'accord, des airdrops, où à ce moment-là, évidemment, l'inflation du token se réduit, sa demande augmente. Bref, c'est à ce moment-là où le prix du token monte. Donc quand vous voyez le prix du token monter, comme c'était le cas de Juno, qui est parti de la zone des 5-6 $, s'envoler à 40, c'est que c'est trop tard, les cocos. S'il y a déjà tendance haussière sur le token, c'est que c'est mort. Okay, donc, comme vous le voyez, Secret Network, aujourd'hui, on est dans la phase où on va amorcer, à mon avis, le cycle de demande, avec réduction de l'inflation et hausse de la demande, avec les airdrops qui arrivent prochainement. Voilà. Et donc, avec ce mécanisme-là, en trois phases, vous devez être capable de savoir où on en est aujourd'hui. Yumi, on est clairement dans la phase inflationniste. J'ai déjà acheté parce que j'anticipe les snapshots. Gravity Bridge, c'était la même chose. Okay, on est à peu près similaire en termes de maturité. Nomic, on est encore très immature puisqu'il n'y a même pas encore le lancement du tokenomic d'échange, donc on ne sait pas encore combien vaut le token, etc. Akash, je pense qu'on est similaire à Yumi et Gravity Bridge, etc. Donc c'est encore des tokens, à mon avis, qui peuvent s'acheter, qui sont sur des prix très importants de support aujourd'hui, hein, qui sont donc les mêmes mécanismes qu'un investissement Juno ou Secret Network d'il y a quelques mois. Okay, donc si vous êtes clairement à la bourre dans l'écosystème Cosmos, il ne faut pas me bourrer du Secret Network aujourd'hui, c'est probablement déjà trop tard. Par contre, un peu d'Umi et tout ça, ça peut être intéressant. Comprenez encore une fois que
c'est très risqué aussi. Ça n'est pas une garantie que vous allez récupérer un gros airdrop qui va rembourser tout ça, tout ça. Mais ça limite le risque. Ça propose des gestions du risque. Voilà, bref, en tout cas, maintenant, je pense que je vous ai fait le tour complet, d'accord? Donc, en termes de valeur, les must-have de ce cycle, c'était Crescent et Evmos, qui sont donc airdroppés pour ceux qui étaient là d'ores et déjà dans l'écosystème, et ce sont donc de très gros airdrops qui seront très demandés parce qu'ils proposeront une génération d'airdrops eux-mêmes dans quelques mois, après évidemment avoir stabilisé leur tokenomics. Puisqu'ils vont donc être dans la phase inflationniste, où on risque de voir les tokens éventuellement rebaisser. Mais encore une fois, ceux qui stake ne seront pas dilués. D'où l'intérêt de staker vos jetons en attendant les fameux snapshots. Okay, pour ceux qui n'ont pas les airdrops, bah vous attendez un peu que ces tokens baissent sur des niveaux de valorisation plus attractifs, que l'inflation soit compensée par la demande, et à ce moment-là, n'attendez pas non plus beaucoup trop. Si vous voulez le prix le plus bas, vous risquez de passer à travers les snapshots, ce qui est dans ce cas-là assez con. Donc pondérez le risque, hein, n'achetez pas trop vite dans la phase inflationniste, mais attendez pas 3 plombes non plus, sinon vous ferez des gommes. Je vous donne comme ça. Il y a aussi le fait que généralement la première mise à jour du mainnet est souvent utilisée comme snapshot. Donc si vous voyez que par exemple dans 2 semaines il y a une mise à jour du mainnet d'un réseau, commencez à anticiper le truc. Attendez pas nécessairement la mise en place du mainnet pour acheter derrière, quoi. Voilà, c'est plus une petite astuce que je vous donne. Voilà. Suivent d'autres trucs. Il y a CheckD aussi, à mon avis. Petit airdrop, tout petit, mais ça peut valoir un fonds de portefeuille parce qu'il y a un environnement applicatif autour de l'identité décentralisée qui peut être une vraie thématique. On a Persistance, qui peut avoir des effets de réseau avec le liquid staking des jetons Atom. Akash pour tout ce qui est stockage de data décentralisé, donc très intéressant en termes de network. Lume Network, qui est mineur, mais qui pourrait avoir des intérêts en termes de retour d'utilisateur. Donc ici, on est sur de l'expérience utilisateur, pour reprendre leurs termes. Il y a Kava, j'ai toujours pas bien compris, mais je me renseignerai. Comdex qui aura un effet de réseau, mais clairement pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour beaucoup plus tard. Je pense SwiftChain, je comprends toujours pas très bien, mais il y a probablement un effet de réseau. Bon, Terra, on l'a dit, très très mature. Donc à mon avis, le token Terra, un to the moon, et puis l'écosystème déjà bien développé, ça fait qu'à mon avis, Terra, c'est pas trop le moment de rentrer ses doigts là-dedans, si vous voulez mon avis. Il y a toutes les dos basses, hein, type Chihuahua, etc., trucs qui servent à rien, bien entendu. Et donc, hein, comme je vous l'ai dit, les autres réseaux, ceux qui ne sont pas encore visibles et qui arrivent, Evmos et Crescent, qui sont donc très probablement à la source des airdrops de 3e génération. Voilà, maintenant vous savez tout, 36 minutes, je vais essayer de me rester à ça, vu qu'il est tard et que je suis KO. Allez, bye bye!